Donc, Catherine, Donc tu je allais reviens dire. juste sur ce que tu disais concernant le taux d'utilisation des usines. Et il y a un aspect dont on n'a pas parlé qui est quand même essentiel dans les résultats des constructeurs français qui ont été annoncés en début d'année, c'est le chômage partiel. Parce que le taux d'utilisation des usines, en fait, il a été de 60%, grosso modo, ce qui est catastrophique. Ouais. On apprend tous qu'en dessous de 70%, on commence à perdre de l'argent, Ouais. en fait. Et c'est bien l'État qui a soutenu les constructeurs, et le chômage partiel a largement aussi aidé, en tout cas pour l'Europe, à améliorer cette rentabilité. D'où ce que on disait tout à l'heure. Absolument. Surtout pas se fâcher avec les États. Non, vaut mieux pas. Surtout pas dans ce domaine. Ça nous amène à l'électrique. Oui, alors je disais, est-ce qu'il y a, tiens François, est-ce qu'il va y avoir une forme de rébellion là, finalement, un petit peu comme on l'a vu du côté de l'agriculture là. Farm to Fork, on n'en parle plus. Et là, les ambitions de la Commission européenne, donc je redonne le truc, trajectoire proposée par Bruxelles, passe par une réduction en 2030 de 55% des émissions de CO2 des voitures neuves par rapport à 2021. Puis zéro émission totale en 2035. Est-ce que ce qui semblait être une trajectoire tracée d'avance va finalement s'avérer plus complexe? Mais nous, ce qu'on dit à la plateforme automobile, c'est que oui, on a l'objectif, mais conservons ça comme un objectif. Donnons-nous à un moment une clause de revoyure en 2028 pour être sûr de ne pas casser la machine. Le problème n'est pas que constructeur automobile, il est aussi distribution d'électricité et production d'électricité. Ouais. C'est ça le problème du véhicule électrique. Les véhicules électriques que vous voyez sortir, que ce soit les Français ou... Enfin, ils sont chargés en heure creuse, les véhicules. C'est voilà. pas un faux sujet, ça, production d'électricité? Non, mais c'est déjà apporter une borne de recharge là où Ah on oui, doit d'accord. être. L'équipement. Voilà, Ouais. l'équipement. Et puis après, oui, effectivement, le réseau doit tenir. Hein. Et pour l'instant, on est vraiment dans un état assez critique au niveau européen. Hein. Notre organisation européenne, la CEA, a sorti un rapport qui montre bien qu'il y a des inégalités énormes entre les pays. Et même dans nos pays, des pays grands géographiquement comme la France, c'est un vrai problème. C'est hein. ça. Et donc, ton inquiétude, c'est nous forcer, parce que ça revient là, Voilà. à acheter une voiture qu'on ne pourra pas utiliser parce qu'on Voilà. n'aura pas Et les donc- bornes au bon endroit. Et des voitures qui restent très chères. Alors, on va y aller ça c'est après un sur les vrai, c'est voitures. un vrai souci, Oui, tout à fait. même social. Tout à fait. J'aimerais juste... Pardon, vas-y, Catherine. Non, je t'en prie. Non, juste sur la technologie en général. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises aujourd'hui, qui sont imposées un peu à la hussarde, Ah oui, elles totalement. vont avoir des conséquences, à mon avis, bien pires que la guerre russo-ukrainienne. C'est-à-dire que on va annihiler tout un pan de l'industrie européenne, pas que française, hein. La fonderie, le travail des métaux, Mais ça, mon vieux, c'est... D'accord, À un moment, il n'y a plus de maréchal Ferrand, quoi. il n'y a plus de maréchal Ferrand, mais j'attends de voir nos chars, par exemple, fonctionner avec des batteries qu'on alimentera ou avec un fil dans une forêt quelque part en Europe centrale, si un jour on doit se remettre sur la figure avec des gens dans la région. Tu ne pourras pas faire marcher tout ce qui roule sur la Terre à l'électricité. Et il y a des pays... L'électrique pour le char d'assaut. D'accord, mais si tu n'as plus d'industrie de fonderie, si tu n'as plus de gens qui savent faire des moteurs, des pistons, des bielles, d'accord. des soupapes, comment tu vas faire pour équiper tout un pan de ton industrie qui a besoin de cette technologie? C'est pas possible. Ouais, Comment tu vas faire demain pour exporter des voitures que tu auras produites éventuellement en Europe vers des pays qui ne sauront pas fonctionner à l'électricité? L'Afrique, une bonne partie de l'Asie ne fonctionnera pas à l'électrique. Donc comment vont faire ces gens-là? Ils vont aller se sourcer là où il y aura des voitures thermiques produites. Elles seront produites où? En Chine. Parce que les Chinois sont les rois de la production de la voiture électrique aujourd'hui et vont devenir les rois de la production de la voiture thermique. Donc on joue Donc, c'est là où tu une casses un partie truc. Ouais, intéressant. perdant. Et ça, c'est pas possible. Donc, comme le dit la PFA, laissons aux constructeurs le choix des technologies en leur disant on veut que vous atteigniez un objectif de X à telle date, démerdez-vous, Bah, si tu dis zéro, débrouillez-vous. tu leur donnes pas le choix de la technologie. Puisque le truc, c'est 0 2035. Donc là, tu laisses pas de choix, là. Mais les constructeurs sont prêts. Alors moi, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est plié. Je pense que de toute façon, la Commission va imposer la fin des moteurs thermiques en 2035. Et on avait un espoir avec le gouvernement allemand, et notamment le ministre de l'Environnement, qui effectivement avait dit oui, ok, pour laisser encore un petit peu de marge de manœuvre pour les véhicules thermiques, à condition qu'on utilise des carburants de synthèse. Et là, le gouvernement allemand, qui est une coalition et qui, par définition, sont obligés de faire des compromis, y compris avec le lobbying de Volkswagen, en fait, on dit non, nous, on soutiendra la Commission de la fin des véhicules thermiques en 2035. Donc si l'Allemagne
l'Allemagne dit ça, et c'est bien l'Allemagne quand même qui fait grosso modo la loi à la Commission européenne encore aujourd'hui, je pense que c'est plié pour nous, malheureusement, et même si j'étais d'accord avec la proposition de Bruno Le Maire, notamment de faire cette espèce de clause de revoyure en 2027-2028, je pense que malheureusement c'est plié, et je pense que les constructeurs en ont conscience, et c'est pour ça qu'ils annoncent tous une gamme 100% électrique. Ils n'ont pas le choix. Est-ce que tu es d'accord avec Eric en disant que on fait une connerie là ? On fait une connerie parce qu'effectivement, on va se couper de toute la possibilité de vendre ailleurs, parce que cette obligation ne s'imposera qu'en Europe et pas dans le reste du monde. On est d'accord. Totalement idiot. Après, il y a des marques effectivement qui font d'autres choix. Luca De Meo, pendant la présentation de son plan, disait que très clairement, nous, on va tout faire pour qu'effectivement, en 2030, la gamme 100% électrique, mais on se garde un plan B, notamment avec Dacia, avec des moteurs thermiques. Toyota va également lancer une nouvelle plateforme avec des moteurs thermiques. Donc, il y a aussi... Mais forcément, elle devrait être en dehors de l'Europe. Forcément. Ils ne pourront pas vendre en Europe. La mais ils se gardent cette va possibilité. Tuer l'industrie automobile européenne. Enfin, il faut appeler un chat un chat. Et les voitures qui seront assemblées en Europe le seront avec des modules fabriqués en Chine en partie ou en totalité. Enfin, on va assembler des pièces de puzzle comme on le fait avec des tas d'autres choses, mais on sera un acteur mineur secondaire, alors que l'Europe est, avec les États-Unis, la racine de l'automobile au monde. Enfin, moi, ça me traumatise. Ça me traumatise. C'est quoi Non, parce que ça me fait penser à ce qui se joue en ce moment autour de la taxe carbone, puisque la taxe carbone, pour l'instant, ne s'applique pas à des produits finis, puisqu'on nous dit qu'il est très compliqué de la calculer pour des produits finis, donc c'est des intrants. J'ai raconté déjà ici le sujet des barres d'aluminium. Donc on ne va même pas les assembler, en fait, en Europe, les voitures, parce que tout sera taxé de taxe carbone, donc on va les assembler ailleurs, en fait. C'est vraisemblable. Et les risques... C'est chaud quand même comme histoire, hein. C'est chaud, et puis ça a un autre impact dont on a parlé tout à l'heure rapidement. Mais... Sur les matières premières, tu veux dire ? Oui, non. Sur le lithium, sur... oui, et puis on va devenir un peu plus dépendant encore. Ça me rappelle l'histoire du Doliprane. Au moment du début de la crise Covid, on a tous réalisé qu'on achetait des tas de trucs ailleurs dans le monde. Pourquoi personne ne le sait, mais c'est comme ça. Mais on va faire la même chose avec l'automobile. Et si c'est pas la voiture elle-même, on va aller acheter en Chine ou ailleurs en Asie ou dans le monde les composants qui nous permettront de nous déplacer. Et donc demain, on sera dépendant lors d'une crise quelconque qui impactera la logistique de ce que ces zones géographiques voudront bien nous donner ou pourront nous donner. Ça va être intéressant. Donc il faudrait commencer par le commencement, commencer par créer en Europe les filières de construction et de fabrication de ces composants, et ensuite passer effectivement c'est ce qu'il aurait fallu faire. Automobile. Et je rejoins ce que dit François aussi sur la logistique d'approvisionnement en électricité. Moi, tant qu'on n'aura pas apporté la preuve qu'on est capable d'alimenter une voiture électrique en Europe, n'importe où, pour n'importe qui, on ne répond pas à la question de comment, moi, citoyen, je fais pour me déplacer d'un point A à un point B en mettant du carburant dans ma voiture. Carburant électrique. François, un truc à ajouter là-dessus ? Oui, on le voit par exemple sur ce qui est en train de se faire dans les gigafactories de batteries en Europe. C'est très intégré. C'est-à-dire qu'on voit très bien que derrière la gigafactory et la batterie qui va sortir, il y a tout le réseau des fournisseurs qui se rapproche le plus possible de cette usine. Donc on n'est plus dans un schéma, je dirais, d'il y a 20 ans, où on lançait un modèle et on allait chercher au bout du monde telle chose. Donc on voit déjà qu'il y a un petit changement sur ce point-là. Je rejoins François sur ce point-là, parce que la Commission européenne, et je pense que honnêtement la présidence française du Conseil de l'Union européenne est assez intéressante aujourd'hui, parce que la France pousse énormément à prendre en compte justement toute cette chaîne et toute cette filière. Et dans le règlement batterie, qui est en cours de discussion actuellement à la Commission européenne, ils sont en train d'ajuster et de ne plus réfléchir uniquement avec la taxe carbone aux frontières, en fait, et de prendre toute la chaîne et les émissions, y compris le travail, j'allais dire dans les mines, en fait, tout simplement, les mines de lithium, et on sait bien comment ça peut être produit, en fait, le lithium, le nickel, et le cobalt peuvent être produits dans certaines mines. Ils sont en train de prendre en compte tout le respect environnemental et le respect du travail également à l'intérieur de ça. Donc, je ne suis pas aussi pessimiste. Je pense qu'il y a des choses qui avancent quand même, il y a des choses qui bougent. Et je pense que le rôle de la France, pendant il reste 4 mois, mais je pense que le rôle de la France est assez crucial à ce niveau-là. Catherine, tu nous as dit que c'est les Allemands qui décidaient. Oui, mais pas pour la fin du moteur thermique. Mais là, on parle bien de voitures électriques, et on parle bien de production de batteries, et on parle bien de ce qui existe aujourd'hui en France aussi. Je me permets de te rappeler que la France n'a pas tenu ses engagements en termes d'équipement de bornes sur le réseau national, et a pris
plus d'1 an et demi de retard et on ne tiendra pas les engagements de fin 2022 non plus d'ailleurs. Alors, anecdotique au regard de... Enfin, quoique non, enfin si quand même un peu, mais de ces enjeux que vous venez de décrire. Le système de leasing là, proposé par Macron, vous en pensez quoi ? Alors François, devoir de réserve. Moi, je peux dire pourquoi il arrive. Il arrive tout simplement Parce que cette c'est proposition parce que les véhicules électriques neufs sont beaucoup plus chers que leur équivalent thermique. C'est ça. Donc, est-ce qu'on va dire à une population de classe moyenne un peu déclassé, comme on peut le lire chez Fourquet par exemple, qui peut prendre un gilet jaune, est-ce qu'on va dire à ces gens-là, mais écoutez, oubliez le rêve de vos parents, vous n'aurez plus jamais les moyens de vous acheter une voiture neuve. Donc pour répondre à ce problème qui est un problème social et politique, il est normal que le gouvernement s'y attache. Alors il faut avoir un petit peu plus d'informations, parce que pour l'instant, c'est effectivement 2 candidats, dont Emmanuel Macron, Ah, c'est qui le deuxième ? Anne Hidalgo. Ah, C'était la première d'ailleurs à l'annoncer, ce leasing Elle a eu social. des tas de bonnes idées, elle. Hein. C'est dommage qu'elle ait disparu. No comment. Je relate juste les programmes. Mais, dis donc. mais effectivement, mais on n'a pas vraiment d'informations en fait. Et les banques, parce que c'est pas l'État qui va faire le leasing social. Hein, Bah, on est on bien en sait d'accord. On va demander aux spécialistes du leasing après. Ils vont quand même, ils vont garantir. Il faut quand même qu'il y ait une garantie de l'État quelque part, parce que les établissements financiers vont pas dire, ok, votre voiture, vous la paierez que 100 € par mois et puis c'est tout. Le reste, c'est pas grave, c'est pour nous. Ah bah oui, bien on sûr, est bien il y a une d'accord. garantie de l'État. Bah, bien Oui, sûr, mais évidemment. on ne sait pas exactement le La mécanisme. question est, est-ce que ce sera une garantie ou est-ce qu'il sera même propriétaire de la voiture ? Voilà. Donc, pour l'instant, il nous manque quand même pas mal Il d'informations. vaut mieux qu'il soit une garantie quand même. Hein. C'est ça, Ouais. exactement. Mais effectivement, si on se dit, alors après, tout dépend à quel ménage on s'adresse. Emmanuel Macron, il y avait des premières informations qui filtraient, disons que ce seraient les jeunes qui seraient concernés, certaines sous conditions de ressources. Dans sa conférence de presse, il a dit sous conditions Voilà, de ressources. alors il faut voir le niveau de ressources, effectivement, mais 100 € par mois pour sous quelqu'un... conditions de ressources et d'éloignement kilométrique du lieu de travail. L'idée étant que le tarif mensuel reste inférieur aux frais actuels de carburant plus entretien. Ouais, ça va être facile à gérer ça. Mais enfin, c'est pas une mauvaise idée quand même. Ah non, c'est une excellente idée, mais il y a Non, une question derrière qui est le qui paye. Un truc dont on a peu parlé entre, 100% ou etc. C'est autour des PGE. Les Anglais ont une petite enveloppe de PGE qui était, elle, garantie à 100%. D'accord. Donc pas distribuée par les banques. 5 milliards de livres de fraude sur cette partie pas distribuée par les banques. ce qui montre qu'effectivement, passer quand même par le truchement d'un professionnel, même si tu garantis une grande partie de la valeur du truc, est quand même utile. Vas-y. On parle de professionnels, et Catherine en parlait. Pour prêter de l'argent, il y a des gens dont c'est le métier, ça s'appelle des banques ou des établissements financiers. Ils seront ravis de le faire, hein, je peux déjà te le dire, j'en ai parlé un petit peu avec eux. Je travaille un peu avec eux, oui. Ils seront ravis de le faire. La question qui se pose, c'est qui va payer ? Est-ce que ça va être l'État ? Est-ce que ça va être le constructeur ? Est-ce que ça va être le distributeur ? Est-ce que ça va être le client ? Mais il y a des intérêts à payer. L'argent recoute un peu plus cher aujourd'hui. Donc, comment va-t-on monter un modèle de leasing d'accessibilité qui soit accessible au final ? C'est compliqué à faire, ça ? C'est pas très compliqué. Non, c'est une question de qui paye. Tu répartis chacun à y gagner un peu aussi. On rappelle que la Société Générale, en l'occurrence, une banque, est aujourd'hui le premier loueur européen. Oui. Bon. Ah non, il y a moyen de discuter, là. Techniquement, ça n'est pas difficile. Oui, RCI, dont on parlait tout à l'heure, a toutes les capacités, le savoir-faire de financer une forme d'accessibilité à la voiture électrique. Mais qui paye ? Est-ce que c'est le client ? Est-ce que c'est le distributeur, le constructeur, l'État ? Personne ne sait. Voilà, donc il y a un arbitrage qui n'a pas été fait. On annonce quelque chose et puis après, débrouillez-vous avec. C'est sympa, mais c'est pas gagné. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est ça va tellement vite, l'augmentation du prix des voitures. Ça va tellement vite. Je rappelle un chiffre. 2010, le prix moyen d'une voiture neuve en France, 20 000 €, pour faire simple, un petit peu en dessous. Prix moyen d'une voiture neuve l'année dernière, 27 000 ? Oui, 27 000. 20 000, 27 000 en 11 ans. Et ça continue d'augmenter et ça accélère. Et ça va accélérer, là, donc, tout ce qu'on vient de dire. Donc, le leasing d'accessibilité à la voiture électrique, oui, mais sur des voitures qui ont un prix moyen qui est de plus en plus élevé, avec des aides locales qui sont en baisse elles-mêmes. Donc, ce qu'on avait d'un côté qui était une hausse des prix des voitures, une hausse des aides locales, régionales, de la ville, ce que vous voulez de l'État, tout ça est en train de se réduire.
Et on n'a personne pour financer le fameux leasing d'accessibilité. Ah ben si, c'est l'État qui va le financer, évidemment. Alors après, sans doute, les loueurs trouveront un intérêt à découvrir une nouvelle clientèle, etc. Je me rappelle certains candidats président de la République qui dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Là. Ah oui, mais là, mon vieux, t'es quand même sur un sujet dont il faut sortir à un moment ou à un autre, tu vois. Donc, laissons aux constructeurs la solution pour atteindre des objectifs de neutralité carbone en utilisant des techniques qui permettent d'avoir des voitures qui restent plus accessibles. Derrière mais ça, pour le coup, c'est un vœu pieux. Autant le leasing, je pense que ça peut se fabriquer. On leur a pas posé la question. Et si tu leur poses pas la question, tu le vois même toi-même dans les chiffres que tu viens de nous donner. Ça ne cesse d'augmenter. Mais ça cesse d'augmenter à cause des normes. À cause des normes Euro 4, Euro 5, Euro 6, A, B, C, Euro 7 qui va arriver François en 2000. Personne ne sait exactement. Jamais. Parce que c'est flou. Donc, en fonction des normes qui évoluent. Un matin, quelqu'un à Bruxelles se réveille en disant tiens, on va faire ça, ça suffit. Les ZFE, les zones, non pas à forte. Faible émission. Non, zones à forte exclusion, qui est la nouvelle façon de les aborder. Je rappelle, étude super intéressante de la superposition quasi exacte des vignettes critères. Donc les vignettes critères qui t'excluent de la circulation en ville et des zones urbaines où vivent les gens qui ont le moins de ressources. C'est-à-dire qu'en mettant en place les ZFE, tu vas exclure de la circulation urbaine les gens qui n'ont pas d'argent. Bonne chance au ministre de l'Intérieur. Hein. C'est 9 millions de voitures. Oui, mais qui ne rentraient pas de toute façon dans les villes. On n'en sait rien. Si, parce que c'est pas uniquement des villes en fait. Hein. C'est des zones. C'est pas pour ça. C'est pas pour rien qu'on les appelle les zones. Ça va s'étendre. Ça va s'étendre. Sur l'île de France, c'est l'intérieur de la 86. Bah oui. Non. Bien sûr. Si. Et dedans, c'est pas le premier et le deuxième arrondissement. C'était là, tranquille. Ah non. Ça, c'est la zone de trafic limité, c'est encore autre chose. Non, ta voiture ne rentrera sans doute plus dans la 86. T'as quoi comme vignette critère ? Elle n'en sortira pas. Parce qu'elle y est, donc elle n'en sortira pas. Non, mais le problème, il est bien là. Et le leasing social, il arrive aussi au bon moment. C'est-à-dire que là, les gens commencent à s'apercevoir que les ZFE vont arriver un jour. Parce que personne n'était au courant, personne n'en parlait. Non. Enfin bon, il y a des zones, effectivement, il y a des villes et des agglomérations qui avaient décidé de repousser un petit peu la mise en place parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait un mécontentement. Et bon, il y a des élections, il faut quand même faire attention là. Donc on va attendre un petit peu après. Mais c'est 9 millions, si on prend les vignettes critères 3, 4, 5, qui seront exclus, ces ZFE, 9 millions de voitures qui ne pourront plus intégrer ces zones. 25% du parc roulant. Un Français sur 4 à qui tu vas dire tu restes chez toi avec ta poubelle. Tu peux rouler à la campagne, aller polluer les champs. Et c'est 45 zones en France. Hein. Dont des artisans, beaucoup de camionnettes, beaucoup d'utilitaires. Oui, mais enfin, on ne peut pas... À un moment, il faut agir aussi. Tu comprends ? Le sujet, c'est qu'il y a toujours de très très bonnes raisons pour ne rien faire. Il n'y a jamais eu autant, en fait, de changements dans l'automobile qu'en ce moment. Et mettre tout en même temps, est-ce une bonne idée ? Non. Est-ce qu'il aurait été plus sage de planifier, d'organiser, d'anticiper, avant de mettre des ZFE, d'installer un réseau d'alimentation de voitures électriques qui n'existe pas aujourd'hui ? On est à la rue, en France et en Europe. À la rue, malgré ce qu'on nous raconte. Va en Corse, roule en voiture électrique en Corse. Bonne chance, va dans les Alpes. Je discutais avec un grand loueur l'été dernier en Corse où il y a eu visiblement des moments. Mais il n'y a pas que la Corse. Pousser une voiture électrique, il faut le faire, mais alors en Corse, je pense. Non, mais il n'y a pas que. Il y a tellement d'endroits comme ça. 25% des bornes électriques d'Europe sont dans un seul pays qui fait 2% de la surface de l'Europe, c'est les Pays-Bas. 25% dans 2% de la surface. On a un problème entre la France, l'Angleterre, les Pays-Bas France, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas. On a en gros 90% des bornes en Europe. Et donc on ne sort pas de ces pays-là avec une voiture électrique ? La CEA, justement, démontrait qu'il fallait l'installation de 14 000 bornes par semaine si on voulait répondre aux besoins du marché du véhicule électrique. Et alors, je ne sais pas, tu me dis 14 000, tu m'aurais dit 150 000, je n'ai pas d'idée, moi. Oui, c'est quoi le rythme aujourd'hui ? Quelques centaines, et puis tout ça, c'est totalement déséquilibré. Donc le Hollandais qui veut aller passer ses vacances en Grèce ou en Espagne, bonne chance. Hein. Ouais, c'est ça. Sur la fin, il faut pousser la bagnole. Voilà. Donc on est, comme le dit Eric, on est dans un changement, mais un changement total. Et ce qui fait défaut actuellement pour l'arrivée de ces voitures électriques, c'est que contrairement à la voiture qu'on a toujours connue, il n'y a pas de marché de l'occasion. Le marché de l'occasion est rikiki, parce que de toute façon, on est en train de créer un nouveau marché. Donc, tout notre système qui fonctionnait d'une façon sociale assez équilibrée, avec au départ les gens très riches qui pouvaient s'acheter des voitures, et puis les 30 glorieuses où ces véhicules retombaient après jusqu'au dernier, au gamin qui va jamais s'acheter une voiture neuve, sauf si c'est un gosse de riche de certains quartiers. Et
tout ce Comme ça qu'on système-là finissait en est en train, ZS. voilà, tout ce système-là n'existe pas. Donc, du coup, on a à la fois un changement sur les techniques, sur la distribution, avec tous les systèmes d'Internet qui arrivent, et sur l'usage de l'automobile. Tout en même temps, c'est un sacré challenge. On rajoute les problématiques industrielles dont on a parlé avant, de logistique, il n'y en a jamais eu autant. Ouais. Jamais eu autant. Ouais. Et derrière aussi un facteur très très important dans le monde de l'automobile, c'est beaucoup d'inconnus sur la valeur résiduelle Voilà. de ces véhicules. De ces véhicules Or, électriques. c'est pas à toi de Ça le dire, commence Eric, pas, c'était on l'obsession commence à de savoir. chaque patron d'une marque. Quelle sera la valeur Oui, résiduelle mais on de ma commence à en voiture? savoir un petit peu plus. Là, les Zoé, elles roulent depuis 10 ans maintenant, donc non. il commence à y... Non. Ben non, c'est pas exactement quelle est la valeur résiduelle d'une voiture, parce que la technologie évolue tellement vite. Ouais, c'est c'est ça. aussi le contrepoint de l'évolution rapide de la techno. Quand on te dit aujourd'hui, est-ce que les batteries, dans 5 ou 10 ans, elles seront souples, rigides, d'un format A, B ou C, qu'est-ce que vaut ta voiture si Ouais, elle je n'est comprends. plus de la bonne technologie? Je comprends. Qu'est-ce que vaut ta batterie si... au moment où tu es sur le marché, tu as 800 km d'autonomie dans la voiture électrique standard. Et toi, tu fais 300 quand il fait un temps normal, à plat, sans vent, sans clim, sans chauffage, phare éteint, Bon. en pleine. Je parle d'expérience. Avec 2-3 rennes devant pour tirer au cas C'est où. ça. Quoi. On a tout dit, les amis, parce qu'on est au bout. Catherine, encore un point qu'on aurait Bah, je sais oublié. pas, tu voulais Non, mais ça y pas est. évoquer la Tech Company? Non. Bah oui, la Tech Company, bah, c'était Tavares, ça, voilà. Oui. Et alors, ça t'inspire, la Tech Company? Ah bah, c'est tous les constructeurs en fait. Tous les constructeurs, c'est ça. C'est Veulent- tous les constructeurs. Voilà. Et enfin, moi, je suis assez impressionnée des chiffres qui sont apportés par les constructeurs sur ce sujet. Tavares dit qu'il va retirer 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030 de la data. Ouais. Ça coûte rien de dire ça. Hein. Je sais pas. Oui, j'ai vu ce chiffre. Moi, c'est pareil, je me pose des questions. 1 gigabit par heure de data générée par une voiture aujourd'hui. 1 gigabit par heure. Oui, mais Mais tout n'est pas monétisable, Voilà. on est Non, d'accord. Tu te retrouves face à l'exadéluge. À un Finalement, moment, il ce faut qui est- analyser, tu vois, ce Les gigabit états par des heure. Et puis Ouais. surtout, ce qui est intéressant, c'est exactement. qu'on Oui, pourra parce que monétiser c'était- que ce que le client a envie et a besoin. Bon, les amis, j'étais ravi. Merci d'être venus nous voir. Et puis, Merci. on se retrouve dans quelques mois pour continuer à faire le point sur ce secteur absolument passionnant. À demain sur Bismart.